Allez les amis, c'est parti, on va débuter cette formation DaVinci Resolve, le niveau 2, l'art de sublimer vos images qui se concentre exclusivement sur l'étalonnage. Alors dans un souci pédagogique, j'ai construit cette formation autour de nombreux supports de cours que j'ai voulu les plus attractifs et les plus complets possibles. Sachez que vous les retrouverez sous format PDF à la fin de la formation. Comme ça, s'il y a des choses sur lesquelles je passe un peu plus rapidement, vous avez toujours la possibilité d'y revenir, bien évidemment, avec la vidéo. Mais le fait d'avoir les supports de cours, vous permettra de voir comment j'ai créé ces choses-là. On va débuter le module 1 qui comporte 4 chapitres, qui est un module artistique. J'ai voulu volontairement commencer par de l'artistique afin que vous ayez un ensemble de connaissances que vous allez pouvoir vous approprier et que vous allez pouvoir mettre à votre sauce dans la correction colorimétrique de vos propres images afin de diffuser vos histoires. Donc ce module 1 il se comporte comme ceci avec en chapitre 1 on aura la nature de la lumière et on va voir pourquoi je parle de la nature de la lumière. En chapitre 2 on ira voir la théorie des couleurs qui est très très importante avec la roue colorimétrique afin que vous puissiez être en capacité de comprendre quels sont les changements subtils que vous allez faire sur telle et telle couleur afin de créer des choses intéressantes visuellement pour les spectateurs. On ira un petit peu plus loin en chapitre 3 avec l'harmonie des couleurs pour comprendre justement comment elles s'ajustent les unes avec les autres. Et puis en chapitre 4, on ira encore un petit peu plus loin avec le storytelling et les couleurs, c'est-à-dire comment notre cerveau est en capacité de percevoir telle ou telle chose et qu'est-ce qu'en tant qu'être humain, on éprouve à la vue de ces couleurs. Mais on va commencer, comme je le disais, en chapitre 1 avec cette nature de la lumière. Quand j'ai commencé, moi, l'étalonnage, les professeurs que j'ai eus qui m'ont enseigné, je me souviens de l'un d'eux qui m'avait dit, écoute, tu n'en feras peut-être pas ton métier, et c'est certainement pas le but au vu de la formation que tu es en train de faire aujourd'hui, puisque c'était lors de la formation en tant que réalisateur. Et donc il m'avait dit, mais pour un étalonneur, une chose qui est importante, c'est cette capacité à observer le réel. Et donc si vous voulez devenir un bon étalonneur, vous allez devoir être en capacité de bien observer comment cette lumière qui nous entoure, qui nous arrive du soleil, elle interagit avec notre environnement. Peu importe que ce soit le matin, avec un soleil, une blue hour, que ce soit le midi avec un soleil qui est au-dessus de notre tête, ou le soir, ou la nuit, la lumière de la nuit. Peu importe que vous soyez dans la nature, que vous soyez en ville, en haut d'une montagne, à l'intérieur, avec des lumières artificielles, prenez l'habitude d'observer comment cette lumière elle interagit avec les éléments qui sont autour de vous. À la fois les éléments d'ordre structurel, comme les meubles, les immeubles, dans la nature et bien évidemment les arbres, les formes, mais également avec les humains, les couleurs de peau, etc., etc. Plus vous allez être un bon observateur, et plus vous allez être en capacité de pouvoir reproduire ça sur l'ensemble de vos images. Du coup, comment on fait le lien entre ce réel justement et le monde de l'étalonnage dans lequel on est sur notre ordinateur en train de faire nos corrections colorimétriques? Tout simplement, d'abord en comprenant le phénomène physique, la nature ondulatoire de la lumière. Ce sont des ondes électromagnétiques qui sont comprises entre 400 et 800 nanomètres. Vous le voyez, j'ai mis à l'arrondi, parce qu'en réalité, on est sur 380 pour le violet jusqu'à 780 pour le rouge, on va le voir juste après. Et ces chiffres, je ne vous les donne pas par hasard, ils vont nous être utiles au module numéro 2 lorsqu'on va faire le color management et notamment l'étude des gamutes, des différents espaces de couleurs. Vous verrez que ces chiffres vont revenir. Pour le moment, gardez juste à l'esprit que la lumière, c'est un phénomène qui est mesurable en nanomètres et qui est compris entre 400 et 800. Là, on est sur des notions qui ont été mises en évidence au XVIIe siècle par des gens comme Grimaldi, Huygens. Et il y a un phénomène qui a été mis en évidence à l'époque, qui est la diffraction. Tout simplement, cette lumière qui, quand elle rentre en contact avec un objet opaque, elle traverse et elle se décompose de l'autre côté pour nous donner ces fameuses couleurs. C'est comme ça qu'on fait le lien entre la lumière et les couleurs que l'on va utiliser tout au long de cette formation. Ces couleurs, elles ont un spectre qui est dit visible. Et donc, qui dit visible, dit qu'il y a des choses qui sont invisibles, on va le voir juste après.
Donc comme je le disais, nous on est entre 380 et 780 entre le violet et le rouge. On le voit sur ce schéma-là. On voit que sur ce schéma qui est un petit peu plus grand, que je me suis permis d'emprunter sur le site de la NASA, on voit que ce que nous on appelle réalité, au milieu, ce qui est visible light, ce que nous on perçoit, c'est très peu de choses. On voit qu'il existe les rayons X, les ultraviolets, les infrarouges, les micro-ondes, etc., qui sont tous des phénomènes vibratoires, qui appartiennent tous à la réalité, mais que nous ne sommes pas en capacité, en tout cas, de décoder avec nos yeux. Et puisque c'est avec nos yeux qu'on va faire de l'étalonnage, gardons juste à l'esprit que cette nature de la réalité, eh bien, elle est subjective. C'est pourquoi je parle de tout ce spectre, parce que, en fait, et pourquoi je parle des ancêtres, etc., c'est que cette sensibilité spectrale que l'on a, elle nous est tirée justement du fait que nos ancêtres, eh bien, ils étaient dans la nature, avec le soleil, avec les arbres, avec l'herbe, et qu'en étalonnage, il y a deux couleurs qui peuvent nous amener des biais, ce sont les couleurs vertes et jaunes. Du fait que nos ancêtres ont été longtemps immergés dans la nature, on voit aujourd'hui beaucoup plus ces deux couleurs. Et ça, c'est important de le savoir en théorie, puisqu'on verra qu'en pratique, eh bien, des fois, le fait qu'on les perçoit plus que les autres, eh bien, on a tendance à vouloir les mettre et ça peut causer quelques problèmes. Donc, rappelez-vous juste que le vert et le jaune, on a déjà un biais naturel sur ces couleurs-là. Une fois qu'on a dit ça, comment on passe de la lumière au décodage et à la perception de cette lumière? Comment notre cerveau, nous, il décode ces ondes électromagnétiques? Il y a plusieurs éléments qui sont importants, plusieurs paramètres, le type de lumière, l'objet lui-même, l'observateur. En fonction de ces trois paramètres, eh bien, on n'aura pas les mêmes couleurs. Et on n'aura pas la même perception des couleurs, notamment au niveau de l'observateur, puisque on perçoit les choses subtilement, mais différemment, selon qu'on est déjà un homme ou une femme, selon notre âge, et selon qu'on est ou non une affectation des yeux, avec différentes maladies. Donc le type de lumière, est-ce qu'on est sur du naturel ou est-ce qu'on est sur de l'artificiel? La température de couleur, on le verra un petit peu plus tard. L'objet lui-même, là j'ai pris une orange, mais ça peut être très bien cette lumière qui est réfléchie sur mon camion, par exemple, dans lequel je suis là, aujourd'hui, etc., etc. Donc ces trois paramètres, ils sont importants. Comment ça se passe ensuite? Eh bien, la source de lumière, on l'a vu, naturelle ou artificielle, elle émet justement cette source de lumière. Elle arrive sur l'objet. D'accord? Cet objet, il absorbe certaines ondes électromagnétiques, d'accord? Et il en réfléchit d'autres. En termes de longueur d'onde. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il y a une impression de ces longueurs d'onde qui s'effectue sur ce qu'on appelle les cônes et les bâtonnets de l'œil. Ce sont des récepteurs qui sont photosensibles. Et certains sont plus sensibles aux longueurs d'onde qui sont courtes, d'autres longueurs d'onde moyennes, et puis d'autres aux longueurs d'onde qui sont beaucoup plus longues. Et en fonction de ceux qui sont activés, je parle des bâtonnets et des cônes, eh bien, il y a une longueur d'onde qui est activée, qui est reçue. Il y a une impulsion électrique qui est envoyée par le nerf optique au cerveau pour un décodage de la couleur. Et à ce moment-là, le cerveau, il analyse les informations, et en fonction de la base de données qu'on a à l'intérieur de nous depuis qu'on est tout petit, eh bien, notre cerveau est en capacité de nous dire ok, ça, par exemple, comme dans l'exemple, c'est une orange. Et puis pour terminer ce chapitre 1, on va parler rapidement de la température de couleur qu'on mesure en Kelvin, parce que c'est quelque chose qu'on va utiliser de façon très fréquente en tant qu'étalonneur, et vous allez voir qu'il y a une petite gymnastique qui est inversée. Alors cette température de couleur qui se mesure en Kelvin, on va voir que les chiffres qui correspondent à certaines couleurs, en réalité, ils sont déterminés par une température qui est nécessaire lorsqu'on chauffe quelque chose qu'on appelle un corps noir pour que l'on puisse reproduire certaines longueurs d'onde précises qu'on a vues juste avant. Donc, le corps noir, il n'existe pas dans la nature. Donc là, vous voyez à l'image ce que ça représente, puisqu'on fait des tests qui sont faits en laboratoire. Et donc, ce corps noir, il est capable d'absorber toutes les radiations électromagnétiques sur sa surface. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chauffer le corps noir
à certaines températures, et en fonction de la température à laquelle on chauffe ce corps noir, eh bien, il y a une couleur qui ressort de ce corps noir par le petit trou. Et c'est ainsi qu'on peut associer la couleur et la température. Donc, une fois qu'on a parlé de ce corps noir, nous, ce que je vous disais sur le fait qu'on a une gymnastique qui est inversée, c'est-à-dire que plus la température elle est haute, plus en fait nous, ça va correspondre à ce qu'on appelle des couleurs qui sont froides. Et ça, on le verra dans le chapitre 2. Et à l'inverse, plus la température elle est basse, plus ce corps noir qu'on chauffe, on le chauffe à une température qui est basse, et plus en réalité on va avoir des couleurs qui sont chaudes. Et donc cette petite gymnastique qui est inversée, il va falloir petit à petit se la mettre en tête, parce que plus c'est chaud et plus la température elle est haute, plus on est dans des couleurs froides, et plus la température elle est basse, et plus on est dans des couleurs chaudes. Donc on va maintenant aller dans le chapitre 2 pour parler de la théorie des couleurs.